Bonjour à toutes et à tous, nouvelle vidéo sur l'actualité écologique, c'est la première de cette année 2025, c'est parti. Alors, vous le savez, nous sommes à nouveau en pleine discussion budgétaire à l'Assemblée nationale et on assiste à une véritable casse du budget consacré à l'écologie. Alors déjà, de quoi on parle? Il faut savoir que, donc, souvenez-vous, après la censure du gouvernement Barnier, nous avons donc maintenant le gouvernement Bayrou et en fait, ce gouvernement aurait pu faire le choix d'adopter ce qu'on appelle une loi spéciale qui aurait permis en fait d'assurer le fonctionnement de l'État d'un point de vue financier et de faire la transition, si vous voulez, en attendant qu'on ait une véritable discussion budgétaire complète. C'est-à-dire qu'on rediscute le projet de loi de finances, etc. pour 2025. Sauf que c'est pas ça qu'ils ont choisi de faire. Ils ont décidé de repartir de la copie donc, du budget Barnier tel qu'il était sorti du Sénat. Donc, ça implique pas mal de choses, notamment le fait qu'il y a un principe qu'on appelle de l'entonnoir qui fait qu'on ne peut pas du tout revenir sur les recettes. Vous savez que nous, on avait trouvé près de 75 milliards supplémentaires de recettes en taxant là où il y a de l'argent. Mais donc tout ça, c'est hors de sujet. Et donc on nous dit, vous l'avez entendu, qu'il faut faire des économies. Donc bon, ça veut dire qu'on tape par exemple dans nos services publics. Mais en l'occurrence, on tape aussi sacrément dans l'écologie. Et donc le budget ici du Sénat, il prévoyait déjà de sabrer 1,1 milliard dans le budget de l'écologie. Mais là, donc, viennent de se tenir les discussions de la CMP, la commission mixte paritaire. On prend quelques sénateurs, quelques députés, ils se mettent ensemble et ils discutent pour essayer de se mettre d'accord sur une version commune qui sera ensuite présentée au vote à l'Assemblée et au Sénat. À l'Assemblée, ce sera lundi. Et donc, est issu de cette CMP, cette commission mixte paritaire, donc un budget sur lequel ils se sont mis d'accord. Et là, on tape carrément, on descend à moins 2,6 milliards au moins, enfin 2,5, 2,6 milliards en moins pour l'écologie par rapport donc au budget 2024. Donc, on est vraiment sur une casse absolument phénoménale. Je vous donne quelques exemples. Ça veut dire que ça va faire des millions en moins pour la transition énergétique, des millions en moins pour les énergies renouvelables, pour la biodiversité, évidemment. Un exemple concret, MaPrimeRénov', par exemple, en tout cas le budget où il y a MaPrimeRénov' dedans, c'était financé à 4 milliards en 2024. Et là, le budget est quasiment diminué de moitié. C'est absolument colossal, alors que, vous le savez, la rénovation thermique des bâtiments, c'est une urgence écologique parce que c'est une énorme dépense d'énergie. Et en plus de ça, c'est une mesure sociale absolument nécessaire. Aujourd'hui, il y a 12 millions de Français qui vivent en précarité énergétique, c'est-à-dire qui souffrent de la chaleur l'été, qui souffrent du froid l'hiver. Voilà un exemple. Vous avez peut-être entendu parler de l'agence France Bio aussi, qui a failli disparaître. C'est une agence qui, comme son nom l'indique, s'occupe de promouvoir, accompagner l'agriculture biologique dans notre pays. Et ça, c'est le Sénat qui, par un amendement, donc, avait voté sa suppression. La ministre Genevard, ministre de l'Agriculture, avait dit qu'elle trouvait l'idée pertinente, quand même. Et puis, il y a eu une véritable levée de bouclier, heureusement, de l'intégralité quand même des syndicats agricoles. C'est pour dire comme la mesure était absurde, pour dire qu'il fallait absolument pas faire ça. Et du coup, ils sont revenus sur cette question. Mais voilà, encore une fois, ça montre leur courte vue. On avait carrément envisagé de supprimer cette agence qui a évidemment un rôle absolument primordial. Bref. Ces coupes dans le budget de l'écologie, c'est juste mais complètement irresponsable au regard du contexte que nous vivons aujourd'hui d'accélération du dérèglement climatique et de l'effondrement de la biodiversité. J'y reviendrai tout à l'heure. En tout cas, ça fait une raison majeure encore de censurer absolument ce gouvernement la semaine prochaine. Ce budget catastrophique, c'est aussi en quelque sorte l'illustration pratique du discours de politique générale de François Bayrou. Souvenez-vous, en 1h30 de discours, il a fallu attendre plus d'1 heure pour qu'il se décide à parler d'écologie quand même. En plus, il en a parlé 1 minute 30 et principalement, il s'est attaché à taper sur le droit, le code de l'environnement et à taper sur celles et ceux qui s'occupent justement de le faire appliquer, c'est-à-dire les agents de l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Il a dit par exemple que leur contrôle des agriculteurs était une humiliation, enfin des propos absolument irresponsables parce qu'en plus ça fait monter les menaces envers les agents de l'OFB qui font un travail essentiel parce qu'effectivement ce sont eux qui s'occupent de ce qu'on appelle la police de l'environnement, c'est-à-dire que justement ils s'occupent de s'assurer que le droit de l'environnement est bien appliqué, ils contrôlent par exemple la chasse, mais effectivement les activités agricoles, etc. Mais ils s'occupent aussi surtout de surveiller en fait par exemple la pollution de l'eau, la qualité de l'eau, la préservation de milieux aquatiques, ils s'occupent de gérer des espaces naturels, ils s'occupent aussi de faire des travaux de recherche sur la biodiversité. Bref, leur rôle est absolument indispensable, encore une fois, dans le contexte d'effondrement de la biodiversité qu'on connaît. Et donc en plus,
suite à ces propos de François Bayrou, alors ça a été la fête à droite. On était dans une véritable surenchère. Donc il y a Laurent Wauquiez qui a dit qu'il fallait supprimer l'OFB, mais d'autres aussi à droite. On parlait de suspension de l'OFB, carrément de dissolution de l'OFB, enfin bon, n'importe quoi. Et donc d'ailleurs, les agents de l'OFB, les syndicats des agents de l'OFB sont en grève aujourd'hui, vendredi 31 janvier, et on leur apporte tout notre soutien, parce que c'est absolument irresponsable de la part du Premier ministre de se comporter de cette façon. Le nouveau budget, en tout cas, prévoit encore des postes en moins donc pour l'OFB, et or, il faut savoir que l'OFB, en fait, il est issu de la fusion de l'Agence française de la biodiversité et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui ont fusionné en 2020. En fait, c'est une fusion qui a été faite de manière très rapide, sur à peine un an. En plus, après, ils sont retrouvés à gérer le Covid, etc. Enfin bref, ça a mis les agents de l'OFB, qui en est issu, dans une certaine difficulté pour exercer l'ensemble de leurs missions, qui sont vraiment très larges, et donc avec une réorganisation sur un temps très court. Et justement, mercredi, nous auditionnions le directeur général de l'OFB en commission du développement durable, et j'ai pu du coup l'interroger sur les conséquences de cette fusion, et il m'a répondu, donc en tout cas en disant qu'aujourd'hui ils avaient effectivement un problème de moyens, c'est-à-dire qu'ils avaient beaucoup de missions et que c'était pas assez nombreux en fait sur le terrain pour les appliquer, et donc voilà, on va encore sabrer dedans, et en plus vous l'avez compris, on les met en cause au plus haut niveau de l'État, donc en prétendant en fait les opposer aux agriculteurs, et enfin l'agriculture en général, alors qu'on comprend bien qu'en réalité c'est absurde. Aujourd'hui par exemple on sait que si les rendements agricoles baissent, c'est en bonne partie parce que justement la biodiversité baisse, donc le rôle de l'OFB est crucial. Alors dans le même temps, lundi a été adoptée au Sénat une proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur, et qui, entre autres joyeusetés, réintroduit une dérogation, enfin permet à nouveau l'utilisation d'un insecticide de la famille des néonicotinoïdes, alors qu'on rappelle par exemple qu'on a perdu 25% de la population des oiseaux en 40 ans, et donc 60% des oiseaux des champs. Et puis, par exemple, on sait que l'accélération de la disparition des pollinisateurs est en cours, mais non, on accepte un recul pareil. Autre joyeuseté, la déréglementation de procédures, en fait, en gros, qui vont permettre de faciliter l'installation d'élevage industriel, d'élevage intensif, de ferme-usine, quoi, et puis aussi de stockage d'eau, autrement dit, de méga-bassines. Bref, on est vraiment dans un contexte anti-écologique absolument irresponsable au regard des enjeux. Je parle d'enjeux colossaux parce que vous le savez certainement, l'année 2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée, et nous avons dépassé le fameux cap des plus 1,5 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, qui était par exemple l'objectif qu'on s'était fixé justement à ne pas dépasser dans le cadre des accords de Paris. Or voilà, nous y voilà déjà, ça devrait toutes et tous nous interpeller, parce que par exemple, cette augmentation des températures, ça implique la multiplication et surtout l'intensification des phénomènes climatiques importants. Et justement, au moment où nous parlons, la Bretagne fait face à 3 tempêtes successives avec des inondations absolument énormes. J'en profite pour adresser toute ma solidarité à tous nos concitoyens qui vivent en ce moment ces inondations. On parle là de milliers de personnes sinistrées, de centaines de personnes évacuées, dont un EHPAD, de quantité de coupures d'électricité, etc., etc. Rennes, par exemple, fait face à une crue qu'on n'avait pas vue depuis au moins 40 ans. Et là, il y a d'ailleurs urgence absolument à ce que l'État décrète justement l'état d'urgence climatique. Ce qui fait en fait que là on a des inondations particulièrement importantes. Une des raisons, c'est par exemple le réchauffement des eaux de surface de l'Atlantique. En ce moment, il est 2 degrés au-dessus des normales saisonnières, et ça veut dire plus d'humidité dans l'air et donc des précipitations beaucoup plus importantes quand il y en a, et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Le phénomène est accentué aussi par l'artificialisation massive des terres, qu'on connaît partout, et qui fait que quand il y a des pluies comme ça diluviennes, la terre ne peut plus absorber, il n'y a plus de ruissellement
totalement suffisant pour que l'eau soit absorbée et donc on se retrouve avec des inondations massives comme celle-ci. Souvenez-vous, c'était aussi ce qui s'était passé à Valence il y a quelques mois de ça, où il y a eu des inondations absolument meurtrières, plus de 200 personnes qui ont perdu la vie. Et là aussi, le réchauffement des eaux de surface de la Méditerranée était en cause. Et puis pareil, l'artificialisation des sols aggravait en fait, si vous voulez, le fait que, voilà, que des grosses pluies, finalement, du coup, ça devient des énormes inondations et des dégâts absolument colossaux. N'oublions pas aussi que quand M. Bayrou prenait la parole pour son discours de politique générale, au moment où il parlait, Los Angeles luttait contre les flammes. Vous souvenez-vous, il y a eu plus de 6 jours d'incendie. Vous avez vu ces images de quartiers absolument réduits en cendres, tout simplement. Là, c'est pareil, c'est des milliards de dégâts, je crois qu'il y a eu plus de 20 morts, et puis donc quantité de personnes qui ont tout simplement tout perdu. Pareil, au moment où il parlait, nos concitoyens de Mayotte continuaient, et ils continuent toujours à faire face aux conséquences du cyclone absolument catastrophique Chido. Et là aussi, en fait, on est sur des phénomènes qui sont accentués par le réchauffement climatique. Pour ce qui est de Chido, par exemple, on sait que le réchauffement climatique va faire qu'il y aura de plus en plus de cyclones intenses comme celui-ci. Enfin, en tout cas, ils seront de plus en plus intenses. Et voilà, avec des conséquences humaines, sociales, économiques absolument catastrophiques. Donc c'est complètement irresponsable en fait de tenir des positions politiques pareilles alors qu'on voit que la situation s'aggrave et qu'en plus on n'est pas du tout capable d'y faire face au moment où nous parlons. En plus de ça, de l'autre côté de l'Atlantique, vous avez vu donc M. Trump a pris ses fonctions et que une des premières choses qu'il a fait, c'est faire tomber une pluie de décrets sur son pays, et notamment sortant des accords de Paris, justement, en déclarant également que maintenant il allait forer, c'est-à-dire donc aller creuser toujours plus pour toujours plus d'énergie fossile. Vous avez entendu aussi qu'il envisage tout simplement d'annexer le Groenland, il menace également le Canada. Là aussi, de la même manière, c'est pour aller y puiser des ressources naturelles. Donc on est vraiment dans une attitude complètement de déni complet de la situation climatique, écologique, globale que nous vivons en tant qu'humanité, et donc avec des politiques qui vont dans le sens inverse de tout ce qu'il faudrait faire. Donc là aussi, aux États-Unis comme en France, il est urgent que nous prenions le pouvoir de manière à infléchir ces politiques absolument désastreuses. Puisque je parlais d'artificialisation abusive des terres tout à l'heure, on va prendre des nouvelles du combat contre l'autoroute A69. Vous le savez peut-être, nous sommes toujours en attente du jugement sur le fond, c'est-à-dire de la décision quant à savoir si oui ou non l'autorisation environnementale de ce projet est valide. Elle est attendue pour entre le 17 et le 24 février parce qu'elle a été repoussée. Souvenez-vous, le 25 novembre dernier, la rapporteure publique, qui est une magistrate indépendante qui conseille en fait le juge du tribunal administratif, avait rendu un rapport extrêmement critique puisqu'elle demandait tout simplement l'annulation de l'autorisation environnementale de l'autoroute A69, autrement dit l'arrêt de ce projet, parce qu'elle considère donc qu'il ne présente pas de raison d'intérêt public majeur, autrement dit, non, on ne peut pas détruire autant d'espèces protégées pour si peu de gains de temps, etc. Enfin bref, pour elle, il n'y a pas photo. Et suite à ce rapport, eh bien en fait, le tribunal administratif a décidé en fait de réouvrir l'instruction sur ce projet suite à une note en fait envoyée par l'État, la préfecture, qui prétendait donner de nouveaux éléments, dont par exemple un projet de baisse de péage de quelques centimes. Enfin bref, du coup, le tribunal a décidé de réouvrir l'instruction et donc de reporter donc la décision à février, comme je vous le disais. Le problème, c'est que pendant ce temps-là, vous le comprenez bien, les dégâts écologiques sur la faune, etc., se poursuivent. Donc les associations ont demandé un référé suspension, c'est-à-dire qu'on suspende tout simplement les travaux en attendant que la décision soit rendue. Et ça, et bien là aussi, contre toute attente, le tribunal administratif a rejeté cette demande. C'était le 21 janvier dernier. Et là, ça pose vraiment question parce qu'il est évident que les dégâts se poursuivent. La justice avait alerté elle-même sur un grand nombre de juristes dans une tribune le 9 janvier dernier, a alerté sur le fait que, je cite, favoriser la prise en compte que l'impact d'une décision de justice peut avoir sur le plan économique, c'est accepter l'idée que le respect du droit
notamment du droit de l'environnement, est accessoire. Là, on est un peu dans ce raisonnement-là. On voit bien que l'État avance à marche forcée. C'est confirmé par le ministre Tabarot lui-même qui s'offre une tribune dans la presse, dans la dépêche du Midi, en disant, je le cite aussi, « On ne peut pas interrompre un tel chantier ». Donc là, il nie complètement le principe de séparation des pouvoirs et il met clairement la pression sur la justice, donc sur des motifs économiques, prétendant donc on ne peut pas arrêter ce projet maintenant, alors que là il s'agit d'une question de droit environnemental en réalité, et en l'occurrence de préservation de la biodiversité et de l'environnement d'une manière générale. Et je vous disais tout à l'heure que les dégâts sont en cours. Oui, ils sont en cours, et là aussi, c'est même confirmé, puisqu'il y a une nouvelle mise en demeure d'Atosca, donc c'est le concessionnaire qui s'occupe du chantier, donc c'est la 7e mise en demeure depuis le début du chantier, justement, et ça c'est sans compter les 34 rapports en manquement administratif, donc preuve que donc ce chantier c'est parce qu'il est censé être super vertueux, selon les promoteurs, mais donc là non, on voit bien qu'il ne respecte pas du tout le droit environnemental, et là en l'occurrence, la préfecture vient de lui imposer une sanction parce que l'OFB a confirmé la présence de castors qui sont impactés par ce projet. Donc vous voyez le rôle primordial de l'OFB dont je parlais tout à l'heure. Autre chantier à suivre, la mobilisation monte contre l'autoroute A154, c'est dans l'Eure-et-Loire. Il y avait une grosse mobilisation lundi dernier. Mes collègues Sylvain Carrière et Béranger Cernon nous y représentaient aux côtés donc des opposants. C'est toujours la même chose. Là, on est à chaque fois face à des projets qui ont été pensés dans les années 90, voire même avant, des autoroutes, des 2 fois 2 voies qui artificialisent des terres agricoles, des zones humides, des zones naturelles, qui détruisent des espèces protégées. Tout ça pour gagner à chaque fois quelques minutes, qui est plus ou moins justifié. Enfin bref, des projets qui sont maintenant complètement anachroniques et insupportables au sens littéral au vu de l'accélération du dérèglement climatique et de l'effondrement de la biodiversité. Le collectif qui lutte a mis en place une pétition, je vous mets le lien dessous, et d'ailleurs concernant l'autoroute A69, il y a aussi une initiative portée par le collectif La Voix est libre qui propose un système de mails pré-rédigés à envoyer justement au ministre pour demander absolument la suspension des travaux, donc en attendant la fameuse décision sur le fond. Là aussi je vous le mets en lien, n'hésitez pas à participer à ces actions qui sont importantes. Et puis vous l'avez compris, sur le plan politique, de toute façon, il n'y a pas 36 solutions. Il faut absolument faire ce qu'on avait proposé lors de notre niche parlementaire, c'est-à-dire mettre en place un moratoire sur ces projets autoroutiers, routiers, anachroniques. On appuie sur pause, on réfléchit à ce qu'on veut vraiment, à ce dont on a besoin, en fait, comme aménagement du territoire, comme organisation des mobilités, dans le contexte d'urgence climatique que nous connaissons. Autre mobilisation en cours, ça se passe dans la Marne, c'est contre un projet de ferme-usine, un méga poulailler de 600 000 poulets. Donc là, vous comprenez bien ce que ça signifie. Déjà, ça signifie des souffrances pas possibles pour les animaux qui vivent littéralement entassés les uns sur les autres, qui vivent dans un stress constant, qui ne voient pas la lumière du jour, qui bien sûr développent tout un tas de maladies, de blessures, etc. Donc ils sont gavés d'antibiotiques. Ça a aussi un impact sur la santé humaine, parce que ces antibiotiques se retrouvent dans nos cours d'eau, dans nos organismes, et c'est une des causes de la montée de l'antibiorésistance dans le monde, qui elle-même est la cause déjà de 700 000 décès par an. Il y a bien sûr aussi des conséquences écologiques évidentes, des rejets de nitrates et de phosphates beaucoup trop forts, des rejets d'ammoniac aussi qui sont extrêmement toxiques pour les riverains, pour la biodiversité alentour. Bref, un projet absolument désastreux. Le 18 janvier dernier, des centaines de personnes étaient rassemblées justement pour se mobiliser contre ce projet. Il y avait mes collègues députés européens Emma Fourreau et Anthony Smith. Là aussi, il y a une pétition que vous pouvez signer et faire circuler. Je vous mets le lien en description. Et c'est important de se mobiliser, notamment pour les combats écologiques, parce que la mobilisation, ça paye. Il ne faut quand même pas oublier qu'on a engrangé un certain nombre de victoires importantes ces dernières semaines, ces derniers mois. Souvenez-vous, par exemple, le 18 décembre dernier, la Cour administrative d'appel de Bordeaux suspendait la construction de 4 réserves d'eau, dont la fameuse méga-bassine de Sainte-Soline, notamment pour protéger une espèce d'oiseau, l'outarde canepetière. Donc ça, c'est évidemment une victoire très importante. Autre victoire importante, le 17 décembre dernier, après une mobilisation
international, le lanceur d'alerte et militant écologiste Paul Watson a enfin été libéré. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il risquait la prison au Japon, notamment, qui le poursuit, qui le menaçait de 15 ans de prison au moins, parce que Paul Watson donc, se bat contre la chasse à la baleine. Et d'une manière générale, il se bat pour la préservation des océans. Donc ça, c'était très important qu'il soit enfin libéré. Autre victoire au niveau international, sous la pression des organisations environnementales et de la gauche politique aussi, le Premier ministre norvégien a renoncé à autoriser un projet de prospection minière dans ses fonds marins, dans les eaux de l'Arctique. Et ça, c'est très important parce qu'on sait bien que derrière la prospection, il y aura exploitation et que si on se lance là-dedans, si la Norvège se lance là-dedans, ça va ouvrir une boîte de Pandore qui est une menace, mais vraiment catastrophique pour les fonds marins en général, donc nos océans et in fine la préservation de nos conditions de survie sur cette terre, donc victoire extrêmement importante. Et dernière victoire toute récente, c'était il y a 2 jours, le Conseil d'État, donc là en France, a annulé, vous savez, les décrets ridicules des macronistes et de la droite qui visaient à interdire l'utilisation des termes steak ou saucisse par exemple pour les produits végétaux. Le Conseil d'État se base tout simplement sur la décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui en gros dit qu'il y a des règles européennes pour ça, qu'il n'y a pas de raison que la France y déroge et qu'on peut donc utiliser ces termes. Et l'air de rien, c'est une victoire importante parce que c'est une victoire contre les industriels, notamment le lobby de la viande, parce que bien sûr cette mesure visait tout simplement à empêcher le développement d'alternatives végétales donc aux produits animaux. Or, végétaliser notre alimentation, c'est un enjeu majeur collectif pour les années à venir, que ce soit pour des raisons écologiques, des raisons de santé publique ou des raisons d'éthique envers les animaux. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, ça vous a intéressé, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne et je vous dis à la semaine prochaine.